Avril 1945, au nord de la Hesse. La guerre s'effondrait, mais l'air portait encore l'odeur des fermes incendiées. Le ciel était gris, le vent froid. Lorsque nous sommes entrés dans une petite vallée près d'un village, le silence semblait anormal. C'est là que nous avons vu pour la première fois le groupe de jeunes garçons allemands, convaincus qu'ils allaient mourir. Ils se tenaient près à une vieille étable, serrés les uns contre les autres, vêtus d'uniformes trop grands et de gants trop fins pour le froid. Aucun ne paraissait avoir plus de 16 ans. Leurs yeux creusés, épuisés, suivaient chacun de nos mouvements. L'un fit un pas en avant, puis se figea aussitôt, comme si le moindre geste pouvait déclencher une balle. Chaque regard reflétait l'attente d'une exécution immédiate. De près, leur misère était encore plus visible. On voyait leurs côtes sous les chemises déchirées et de la boue séchée couvrait leur visage. L'un portait 2 bottes différentes. Un autre avait enroulé une écharpe autour d'une blessure en guise de bandage. Le plus jeune tenait un fusil d'entraînement en bois. Rien n'indiquait qu'ils avaient été préparés pour un vrai combat. Ils murmuraient doucement, comme s'ils se préparaient à la fin. Le contexte historique était impitoyable. Dans les dernières semaines de la guerre, les unités de la Hitlerjugend étaient envoyées dans des positions désespérées. Beaucoup recevaient des armes sans munitions, avec l'ordre de tenir jusqu'au dernier souffle. Dans les villages, des rumeurs affirmaient que les Américains exécutaient immédiatement les jeunes combattants allemands. La peur avait remplacé toute stratégie. À notre approche, leurs mains tremblaient tellement que certains peinaient à garder les bras levés. L'un tenta de se cacher derrière les autres, comme si être moins visible pouvait lui sauver la vie. C'étaient des enfants enfermés dans un rôle de soldats que des adultes avaient écrit pour eux, puis abandonnés. Chaque mouvement était tendu, mesuré, empreint d'angoisse. Le tournant eut lieu quand notre sergent, qui parlait couramment allemand, leur adressa calmement la parole. Pas de cris, pas de menaces. Juste une instruction claire, avancer les mains vides. Ils ne bougèrent pas. Leur formation les avait préparés à mourir, pas à recevoir de la clémence. Puis le plus petit fit un pas. Il garda les yeux rivés au sol, mais continua d'avancer. Ce geste brisa l'impasse. Les autres suivirent, lentement, prudemment, comme s'ils s'approchèrent d'un précipice. De près, leur peur était palpable. L'un avait les lèvres gercées et sanglantes. Un autre tenait fermement une photo de sa sœur. Ils attendèrent la violence, mais rien ne se produisit. Le sergent abaissa son arme et pendant un instant, ils cessèrent tous de respirer. Nous leur avons offert de l'eau. Aucun ne toucha la gourde immédiatement, comme si c'était un piège. Finalement, le blond prit une gorgée, sa main tremblant si fort qu'il renversa la moitié. Lorsqu'il comprit qu'aucune sanction ne suivait, son expression changea. Pas en soulagement, mais en incompréhension. On ne leur avait jamais appris à s'attendre à de la bonté. Notre infirmier posa des couvertures au sol. Les garçons hésitèrent encore, incertains d'avoir le droit de les prendre. Ce n'est que lorsque le sergent acquiesça qu'ils s'agenouillèrent et s'en enveloppèrent. Même ainsi, ils continuaient de lever la tête, comme si un ordre soudain pouvait renverser la situation. Lorsque nous les avons escortés hors de l'étable, ils restèrent proches les uns des autres. Leurs épaules demeuraient tendues, mais moins rigides. Leur peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus totale. En ce jour de guerre marqué par la destruction, ce petit instant, la survie de garçons qui n'y croyaient plus, pesa plus lourd que bien des batailles. Avant de poursuivre, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire, cela aide énormément. Nous avons conduit les garçons dans une école abandonnée, utilisée comme poste temporaire. L'air sentait le bois humide et la poussière. Les fenêtres brisées laissaient entrer un froid coupant. Les garçons entrèrent prudemment, toujours convaincus qu'un piège pouvait surgir à tout moment. Le bruit de leurs pas résonnait faiblement dans les couloirs déserts. À l'intérieur, ils se placèrent spontanément contre le mur, silencieux. Aucun ne parlait. L'un fixait le sol, un autre respirait vite et superficiellement. Ils se tenaient comme des enfants essayant d'imiter une discipline militaire, persuadés que toute erreur entraînerait une punition. Sans armes, ils semblaient pourtant retenus par la peur elle-même. Un infirmier les examina un par un. La plupart étaient gravement sous-alimentés. L'un avait de la fièvre, le visage pâle et humide. Un autre cachait une blessure à la jambe, enveloppée d'un tissu sale, de peur qu'on le juge faible. Lorsque l'infirmier nettoya la plaie, il tressaillit,
mais ne résista pas. On comprenait aisément qu'ils avaient appris à dissimuler leur souffrance. Pendant les interrogatoires, leurs récits étaient presque identiques. Ils avaient été chargés de tenir une route voisine, sans munitions, sans encadrement adulte. Leur officier avait disparu pendant la nuit, ne laissant que des instructions vagues. Ils s'étaient cachés dans l'étable parce que des rumeurs prétendaient que les Américains exécutaient tous les jeunes portant un insigne de la Hitlerjugend. Leur peur dictait tout. Leur description était marquée par l'angoisse. Ils parlaient du bruit de l'artillerie au loin, persuadés que chaque explosion déciderait de leur sort. L'un expliqua qu'ils avaient murmuré entre eux pour imaginer ce que ressentirait la mort. Un autre avait rédigé une lettre d'adieu à sa mère, convaincu qu'il ne rentrerait jamais. La certitude de mourir était profondément ancrée en eux. Au fil des heures, l'atmosphère se transforma légèrement. Ils restaient tendus, mais montraient des signes d'apaisement. L'un accepta un bol de soupe et approcha le visage de la vapeur chaude comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Un autre s'assit timidement sur un banc, observant si le geste était autorisé. La peur reculait lentement. Un moment décisif eut lieu lorsque le sergent leur permit d'écrire un court message à leur famille. Au début, ils n'y crurent pas, pensant à un stratagème. Puis le garçon blond avança. Son écriture tremblait, mais les mots étaient nets. « Je ne suis pas mort ». Il resta longtemps à regarder la phrase avant de rendre le papier, comme s'il devait d'abord s'en convaincre. Peu à peu, ils nous observèrent autrement. Non plus comme des bourreaux certains, mais comme des inconnus imprévisibles. La méfiance demeurait, mais la terreur absolue commença à se fissurer. Ils parlaient à voix basse, craignant de briser l'équilibre fragile de la situation. L'un demanda timidement s'ils seraient autorisés à rentrer chez eux ou enfermés pour longtemps. Plus tard, des habitants du village arrivèrent à la recherche de jeunes disparus. 2 des garçons furent immédiatement reconnus. Les retrouvailles furent discrètes mais intenses, de longues étreintes, des mots murmurés, une fatigue profonde dans leurs gestes. Pendant quelques minutes, la guerre sembla très lointaine. À la tombée du soir, les garçons, enveloppés de couvertures, s'installèrent contre les murs. L'épuisement avait dépassé la peur. Certains fermèrent les yeux, d'autres regardaient fixement le sol. Ils n'attendaient plus la prochaine menace. C'était la première fois qu'ils pouvaient simplement se laisser aller. Pour des enfants qui croyaient mourir le matin même, c'était immense. Lorsque la nuit tomba, je sortis un moment. Le ciel était plus clair, l'air glacé. Dans l'école, les garçons sombraient dans un sommeil agité. Ils avaient commencé la journée persuadés d'être exécutés. Maintenant, ils étaient au chaud, nourris, et toujours en vie. La différence était difficile à concevoir, même pour nous. Le lendemain matin, un brouillard dense enveloppait le village, adoucissant les ruines et les clôtures effondrées. À l'intérieur de l'école, les garçons se réveillaient lentement, encore désorientés. Certains se redressèrent brusquement, comme surpris d'être encore en sécurité. D'autres regardaient autour d'eux avec hésitation, incertains que le calme puisse durer. Le petit déjeuner était simple, bouilli et pain, mais ils s'en approchèrent avec prudence. L'un renifla le contenu du bol, comme s'il devait vérifier qu'il n'y avait aucun danger. Un autre tenait la cuillère avec une main tremblante de faim. Ils mangèrent en silence, concentrés, comme s'ils ignoraient quand viendrait le prochain repas. Nos officiers discutèrent de la suite. Ces garçons étaient techniquement des combattants ennemis, mais clairement pas une menace. Les dernières semaines de guerre avaient créé de nombreuses situations semblables. Des enfants en uniforme, sans formation réelle, abandonnés à eux-mêmes. L'objectif était de sécuriser la zone, de les identifier et de comprendre leur provenance. Mais chacun sentait le poids humain de l'affaire. Pendant que les documents étaient préparés, je parlais avec eux individuellement. Leurs réponses révélaient un mélange de peur, de confusion et de loyauté qu'ils ne comprenaient plus vraiment. L'un expliqua qu'il n'avait pas vu son père depuis 2 ans. Un autre chuchota qu'il ne croyait plus au discours entendu, mais qu'il ignorait comment l'avouer sans risque. Ils étaient modelés par la propagande, mais déjà intérieurement fissurés. Dehors, les habitants du village commençaient à déblayer les rues. Le bruit des pelles résonnait à travers le brouillard. Les garçons observaient la scène depuis les fenêtres, le visage presque collé au verre. Ils semblaient se demander s'ils feraient partie de cet avenir ou s'ils seraient envoyés dans un camp lointain. Cette incertitude pesait lourdement sur eux.
Plus tard, un officier du renseignement arriva pour poursuivre les interrogatoires. Il parla calmement, avec une voix posée. Il posa des questions sur les troupes allemandes, les positions abandonnées, les commandants locaux. Les garçons savaient peu de choses. Ils avaient été isolés, mal informés et abandonnés dans une situation impossible. Leur ignorance montrait à quel point leur mobilisation était absurde. Avec l'avancée de la journée, certains commencèrent à montrer des signes évidents de stress retardé. L'un tremblait tellement qu'il peinait à lasser ses bottes. Un autre fixait le vide, perdu dans ses pensées, comme s'il revivait des scènes qu'il aurait préféré oublier. Ils ne ressemblaient en rien à des soldats expérimentés. C'étaient des adolescents épuisés. Vers midi, la nouvelle tomba. Une unité de traitement et de prise en charge arriverait dans quelques heures. Les garçons l'entendirent, et l'inquiétude gagna immédiatement leur visage. Ils se regroupèrent, murmurant entre eux, posant des questions pressantes. La fragilité de leur sentiment de sécurité était à nouveau mise à l'épreuve. Pour les apaiser, le sergent rassembla le groupe et expliqua calmement la procédure. Enregistrement, repas réguliers, soins médicaux et sécurité jusqu'à ce que la région soit stabilisée. Ils écoutèrent attentivement, cherchant un sous-entendu menaçant qui n'existait pas. Lorsque rien de tel ne parut, quelques-uns expirèrent doucement. Leur confiance grandissait, fragile mais réelle. Au coucher du soleil, les garçons se regroupèrent sur leur couverture. Leur conversation était plus calme, tournée vers leur maison, leur école ou des souvenirs d'avant-guerre. Pour la première fois, leur voix ressemblait à celle d'adolescents ordinaires, tentant de comprendre un monde qui s'effondrait autour d'eux. Le conflit leur avait presque tout pris, sauf la capacité de ressentir de l'espoir. L'unité de traitement arriva tôt le lendemain, accompagnée de camions de ravitaillement et de personnel médical. À la vue des nouveaux uniformes, les garçons se raidissent, s'attendant à une attitude plus dure, peut-être à une punition. Mais les officiers s'approchèrent avec calme, gestes maîtrisés, sans agressivité. Leur objectif était l'ordre, pas l'intimidation. Malgré cela, les garçons restèrent droits, prêts à tout. L'enregistrement commença dans le gymnase de l'école. Chaque garçon déclara son nom, son âge et son village d'origine. Certains hésitaient, incertains de la manière dont leur réponse serait utilisée. L'un d'eux bégaya en prononçant son nom de famille, non pas par peur de mentir, mais parce que l'instant pesait lourd. Chaque mot semblait un morceau de leur identité qu'ils offraient malgré eux. Ensuite vinrent les examens médicaux. Les infirmiers observèrent la malnutrition, des infections non traitées et des débuts de gelure. L'un des garçons avait une côte fracturée dont il n'avait jamais parlé, la trouvant insignifiante face aux dangers extérieurs. Un autre avait des ampoules infectées sur les 2 pieds. Le personnel médical travailla méthodiquement, sans geste brusque. Les garçons endurèrent tout cela en silence, presque avec reconnaissance. Nous les emmenâmes ensuite dehors pour prendre l'air. Le brouillard s'était levé, révélant un paysage marqué par l'hiver finissant et les cicatrices de la guerre. Les garçons restaient groupés, enveloppés dans leurs couvertures, observant les soldats américains en train de réparer des véhicules ou de dégager les routes. Leur discipline, leur calme, les surprenait, ce n'était pas ce qu'on leur avait décrit. Une discussion éclata parmi les officiers concernant le transfert des garçons vers un camp de prise en charge pour mineurs. À peine eurent-ils entendu le mot « camp » que l'inquiétude les gagna de nouveau. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre, murmurant, posant des questions sans réponse claire. Leur courte stabilité semblait déjà vaciller. Le sergent les rassembla une nouvelle fois et expliqua avec précision les conditions du transfert. Sécurité, nourriture, soins réguliers, suivi, sans promesses irréalistes. Sa voix était posée, honnête. Peu à peu, les garçons se détendirent. Ils comprirent que ce déplacement n'était pas une punition, mais une protection, une direction nouvelle, inconnue, mais non menaçante. Lorsque les camions arrivèrent, les garçons montèrent à bord en silence. Certains jetèrent un dernier regard à l'école, ce lieu devenu, contre toute attente, un refuge. D'autres nous observèrent longuement, cherchant une confirmation qu'ils ne rêvaient pas. Le garçon blond leva timidement la main. Pas un salut, mais un signe. « Je suis encore là. » Nous acquiesçâmes. Quand le convoi s'éloigna, le village retrouva son calme fragile. La guerre n'était pas terminée, mais quelque chose de significatif s'était produit.
Ces garçons avaient survécu parce que quelqu'un avait choisi de répondre par la retenue plutôt que par la violence. Dans un monde en ruine, ce geste avait une valeur immense. Des années plus tard, je me suis souvent demandé ce qu'ils étaient devenus. Étaient-ils rentrés chez eux? Avaient-ils reconstruit leur vie? Ou gardaient-ils le poids de cette journée à jamais? Leur visage restait gravé dans ma mémoire, la peur, puis l'hésitation, puis cette lueur fragile d'espoir. Ils s'attendaient à mourir. On leur offrit une chance. Je me souviens encore du camion s'éloignant sur la route, du soleil du matin éclairant les couvertures, des garçons assis, serrés les uns contre les autres. Un moment de fragile humanité dans les derniers jours d'un conflit brutal. Qu'en pensez-vous? Intriguant, n'est-ce pas? Regardez la vidéo affichée à l'écran, je l'ai choisie spécialement pour vous. À tout de suite.